Bonjour, cet été vous irez à la plage et vous choisirez un secteur de nature protégée, à l'environnement agréable, pas seulement fait de baraques à frites, de béton et de ports très aménagés. Vous serez peut-être, sans le savoir, sur un domaine du Conservatoire du Littoral. Éric Dorter. Depuis 1975, le Conservatoire du Littoral a pour mission d'acquérir les espaces naturels menacés du rivage pour les transmettre intacts aux générations futures. Ouverts au public, les sites sont confiés à des collectivités locales ou à des associations. De Toulon à Menton, nous verrons comment s'organise leur gestion. Voyons justement cette organisation avec Jean-Philippe Grillet, délégué régional du Conservatoire du Littoral, aujourd'hui invité de Midi Méditerranée. Jean-Philippe Grillet, vous êtes arrivé ici au Conservatoire du Littoral en 85. D'où veniez-vous? Quelle est votre formation? J'ai une formation littéraire, j'ai étudié la littérature. Je ne suis pas un ingénieur, je suis de ceux qui rêvent. Et pour être conservateur, il faut faire de grands rêves. De grands rêves que l'on réalise, Que l'on réalise, bien sûr. que l'on tente de réaliser. Vous allez avoir un petit peu plus de 20 minutes maintenant pour nous prouver ces réalisations. Quels ont été justement ces grands changements depuis 85? Il me semble qu'il y a un ou deux aspects essentiels qui ont changé dans la perception que la plupart des gens ont du littoral. D'une part, désormais chacun sent mieux que c'est une ressource et une ressource limitée. Ça, c'est important comme notion, hein. C'est assez facile à sentir, c'est un linéaire, c'est en deux dimensions. La moitié à peu près du littoral français est dénaturé, au sens littéral du terme, c'est autre chose que de la nature, donc il faut se préoccuper de ce qui reste. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que chacun a désormais pris conscience qu'il faut arrêter de rêver, tout au moins de rêver en termes d'urbanisation, que les grands projets, au moins sur ce littoral de Provence-Alpes-Côte d'Azur, les grands projets d'urbanisation, c'est terminé. Il faut imaginer d'autres projets, et c'est notre métier. C'est vrai qu'on a été arrivé à un stade où trop, c'était trop. Dans les années 70, l'urbanisation anarchique du littoral français est à son comble. Lotissements, ports de plaisance, villas et cabanons fleurissent au bord de mer. L'équilibre entre l'homme et le rivage est menacé. Il y a 400 millions d'années, les premiers végétaux sortaient des océans pour évoluer à l'air libre, tandis que les animaux les rejoignaient 50 millions d'années plus tard. Sans doute parce qu'il doit tout à la mer, l'homme a toujours entretenu une fascination particulière pour le littoral, mais cette attirance tournait à la perversion. Initiée par la DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, la décision est prise de créer un conservatoire du littoral pour protéger les côtes françaises et les rivages lacustres. Son rôle consistera à acquérir, pour le compte de la collectivité nationale, les espaces naturels de bord de mer les plus fragiles et les plus menacés. Inaliénables, les terrains du conservatoire seront transmis intacts aux générations futures. Le Conservatoire du Littoral voit le jour le 10 juillet 1975. Son objectif d'équilibre entre les hommes et le rivage serait de posséder un tiers des côtes françaises. Plus de 20 ans plus tard, le Conservatoire en a acquis 10%. En Provence-Côte d'Azur, 10 000 hectares ont été achetés pour près de 240 millions de francs. C'est à la fois la région où la pression humaine est la plus forte et une des régions françaises les plus riches au plan biologique. Bien que sa côte soit urbanisée à plus de 95%, le département des Alpes-Maritimes abrite par exemple plus d'espèces végétales que toute la Grande-Bretagne. Tous les sites sont ouverts au public et dès lors se pose le problème de son accueil. L'objectif du conservatoire est de proposer aux visiteurs ces sites protégés comme on viendrait dans son propre domaine. On trouve donc rarement des bancs ou des poubelles et chacun est prié de gérer ses déchets comme il le fait chez lui. Une démarche qui nécessite une attitude citoyenne pas toujours répandue chez nos contemporains, surtout lorsque l'on sait à quel point tous ces lieux sont surpeuplés pendant la saison d'été.
Et faites-le bien cet été, hein. Attention à tout ce que vous allez jeter. Prenez un petit sac, emportez-le à la maison, c'est tellement facile. Il faut faire la différence peut-être, Jean-Philippe Grillet, entre le rivage et puis le littoral. Pas la même notion. Oui, le conservatoire n'intervient pas qu'au bord de l'eau. Il achète des terrains, puisque c'est sa mission, acquérir des terrains sur l'ensemble de l'espace littoral, c'est-à-dire parfois assez loin à l'intérieur des terres, là où le paysage, là où l'histoire marque la présence de la mer. Oui, parce que ce n'est pas seulement la frange, hein. Il faut aussi s'intéresser à ce qu'il y a avant pour maintenir cette frange côtière. Oui, il faut s'intéresser au paysage que l'on voit depuis la mer, et il y a souvent une grande profondeur, et au paysage d'où l'on voit la mer. Par exemple, là, vous allez jusqu'à quelle profondeur sur les étangs, là? Là, on est à un bon kilomètre à l'intérieur des terres, à si on l'intérieur peut des dire. terres, ouais. Combien ça représente de kilomètres de littoral dans notre région? Alors, dans cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le conservatoire a acheté 70 km de côte. 70 kilomètres, c'est peu, hein? Certes, c'est peu, à l'échelon national, c'est 750 km, 12% du littoral français. Mais c'est un chiffre trompeur parce que dans cette région notamment, nous avons beaucoup de très beaux domaines qui ne sont pas directement au bord de l'eau, par exemple en Camargue ou dans d'autres secteurs boisés, où il est important de pouvoir s'implanter en retrait du linéaire côtier. Oui, mais tout de même, quand on prend par exemple ce secteur-là, entre Fréjus là-bas et puis Sainte-Maxime qui va démarrer là dans très peu de kilomètres, il y a juste cet espace au milieu. On a l'impression que vous faites une culture biologique au milieu d'une culture intensive, non? D'abord, le conservatoire est né en 1975, donc à ce moment-là, il y avait déjà toute une série de secteurs côtiers qui étaient urbanisés. Oh bah là-bas, il y a un secteur côtier qui est nouveau, hein. Qui est nouveau, certes, mais le projet avait démarré bien avant ancien. c'est un projet ancien, bien avant notre création. Cela dit, il reste sur cette côte, il reste des paysages merveilleux, de grands espaces, de plusieurs kilomètres qui ont encore un sens en termes biologiques, en termes de paysage. Ce sont ceux-là auxquels nous nous intéressons. S'intéresser à cette petite partie pour justement faire le contrepoint avec le béton d'à côté? Oui, oui, bien sûr, il faut faire le contrepoids, mais ces espaces naturels, ils ont leur vie propre, ils existent pour eux-mêmes, ce sont des lieux où chacun a plaisir à marcher, à rêver. Ce ne sont pas des sanctuaires. Non, pour moi, ces terrains ne sont pas des terrains d'exception, ce devraient être des terrains d'exemple, c'est-à-dire un exemple d'accueil, de gestion, de sauvegarde sur le long terme. Ah, ça veut dire qu'il va falloir encore acheter alors? Bien sûr. Le projet pour le conservatoire est d'essayer d'obtenir la sauvegarde de 30% du littoral français. Il faut se dépêcher, hein? Oui, bien sûr. Alors, les contradictions sont nombreuses. Il faut se dépêcher, certes, parce que parfois l'urbanisation progresse encore. Cela dit, le temps qui passe joue pour nous, car chacun prend d'autant mieux conscience que sur un bon nombre de secteurs côtiers, pas de salut en dehors du conservatoire. Vous êtes propriétaire de ces secteurs-là, de ces domaines-là, mais vous n'en êtes jamais gestionnaire ou très rarement. Jamais. La loi qui a créé le conservatoire précise qu'il doit confier la gestion aux communes ou à des organismes choisis d'un commun accord. C'est vous qui choisissez. C'est nous qui devons proposer à la commune. Et ça, c'est un point essentiel. Ces terrains-là, ces lieux-là n'ont de chance de vivre sur le long terme que dans ce partenariat. Par exemple ici, les étangs et les plages de Villepé, c'est Fréjus qui gère. C'est géré par la commune. Faire en sorte que la commune, que d'autres que nous, reprennent à leur compte nos objectifs, ça c'est le pari qui, s'il est gagné, garantit la protection sur le long terme. Et puis il y a les hommes de terrain, comme cela, au Cap-Lardier. Comme beaucoup de sites du conservatoire, le Cap-Lardier a échappé de peu aux promoteurs immobiliers. Après avoir été le siège d'un camping, la plage de Gigaro et le site du Cap faisaient l'objet d'un vaste projet. Le permis de construire avait été agréé par l'administration et il se trouve que donc, ces promoteurs voulaient édifier un port à la pointe des Bruisses. Et l'association de la protection des sites qui était à l'époque présidée par le commandant Rostand a intenté une procédure à ces promoteurs et cette procédure a réussi. Donc les promoteurs ont été déboutés du permis de ce port et donc l'État est intervenu à ce moment-là par le biais du Conservatoire du littoral et a racheté ce domaine pour la somme de 2 milliards 200 millions de centimes anciens. Ça a été une des plus belles opérations sur la côte du Conservatoire du littoral. Ensuite, nous sommes arrivés, nous, avec le temps, à gérer ce domaine. Donc en hiver, je suis seul. J'étais seul pendant de nombreuses années.
Et l'été, je suis aidé par des étudiants, par 5 étudiants, pour la surveillance et l'information, mais nous informons surtout. Et une surveillance incendie très attentionnée et très suivie. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut aimer ce domaine pour avoir à le gérer seul en hiver. C'est pas facile. Et l'été, ma foi, disons, le grand public est bien sympathique, mais on tombe des fois sur des mauvais coucheurs, et c'est ce qui rend la tâche un peu plus difficile. Mais il faut surtout beaucoup aimer son travail et savoir s'y donner à fond, de jour comme de nuit. Étienne Maffre est en fait détaché du parc national de Port-Cros depuis 15 ans pour s'occuper des 300 hectares du Cap Lardier. À Gigaro, la fréquentation de la plage est en augmentation constante. Petit à petit, les dunes ont disparu et la limite entre le sable et la terre n'est plus marquée. À terme, certaines zones devront être interdites au piétinement pour être reconstituées. Il y avait autrefois ici un canier dense, voyez-vous, sans aucun espace. Un lapin de Garenne aurait pu y passer très difficilement, mais voyez-vous, le piétinement, ainsi que les embruns surchargés d'hydrocarbures viennent sur ce canier et le détruisent peu à peu. Et au fil des années, il est appelé à disparaître complètement, donc nous serons obligés d'intervenir pour redonner à la nature toute sa valeur dans ce site. Autre site extrêmement fréquenté, les étangs de Villepée à Fréjus. Près de 250 hectares autour de l'embouchure du Réran et de l'Argence. Mais ici aussi, c'est du côté des dunes que la situation est la plus critique. Pour ce qui est du grand public, il y a les personnes qui viennent visiter le site l'hiver. C'est un public, on peut dire, qui est calme, qui prend le temps d'observer, lire les panneaux, les réglementations. Par contre, pour ce qui est du public qui vient l'été, en majorité des vacanciers, c'est moins évident car il y a un apport de public très important qui se concentre principalement sur les plages et qui délaisse un peu les 200 hectares derrière, qui permettrait de libérer un peu la plage. Mais principalement, le public qui vient l'été, c'est un public qui vient pour la plage et qui ne fait pas attention aux dunes, aux réglementations qui sont en vigueur sur le site. Et vous voyez que vous êtes vraiment bien surveillé, ça fait de belles balades en perspective, Jean-Philippe Grillet. Mais pourquoi ce besoin absolu de protéger ? Pourquoi tout le monde n'a pas droit à une maison avec vue sur la mer ? La liberté de chacun s'arrête où commence celle de l'autre. Et la liberté de se promener, de rêver, de marcher, de regarder, c'est une liberté essentielle qu'il faut sauvegarder. Il ne s'agit pas pour le conservatoire de tout protéger, mais d'avoir un certain nombre de sites où chacun, en respectant le mode d'emploi des lieux, chacun peut justement aller. Et puis, d'autres raisons d'ordre plus économique. Il est toujours dangereux de mettre tous ses œufs dans le même panier, de faire une monoculture de maisons, par exemple, de lotissements. Il faut diversifier l'activité. Et puis on a souvent dit, il y a quelques années, que la maison avec 5000 m² de terrain autour, c'était la panacée. Hein. C'est le pire, à mon avis, et pas seulement à mon avis, c'est le pire parce que c'est les charges maximum en termes de réseau d'assainissement, c'est le risque maximum en termes d'incendie. Contrairement à ce qu'on a dit, le jardin protégé, débroussaillé, il brûle comme le reste, voire les grands incendies qui ont eu lieu récemment dans le massif des Morts, sur les Issambres ou sur Cavalère. C'est le pire en termes de paysage, ce mitage. Le conservatoire milite pour un regroupement de l'habitat et de grands espaces naturels dont chacun peut profiter. À condition bien sûr que ces espaces naturels-là soient débroussaillés par exemple. Bien sûr, il n'est pas question de laisser aller les choses, et notamment en termes de débroussaillement, nous faisons tout ce qu'il faut pour essayer de lutter contre l'incendie, ou au moins pour faire en sorte que si un jour la forêt brûle, les conséquences soient aussi réduites que possible. Mais est-ce que économiquement, des marinas, puisqu'on a décidé d'aller vers le tourisme dans cette région, est-ce que économiquement, des marinas qui seraient adaptés au site, est-ce que ça rapporterait pas ? Oui, mais vue imprenable sur un espace protégé, ça rapporte. Et en fait, le touriste, quand il vient ici, qu'est-ce qu'il découvre dans les dépliants des offices du tourisme ? Il découvre de beaux paysages qui constituent le contrepoint indispensable aux marinas, aux maisons et aux lotissements. Et encore une fois, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ne pas faire une mono-économie. L'éphéméride aujourd'hui de Jean-Pierre Belmont est très parfumée.
Au mes de mai, fai ce que te plaît. Mais d'autant que Berthe filava. Du temps de nos grands-mères, pas de téléphone ni de Minitel. Les jeunes gens, au mes de mai, utilisaient le langage du fleur. Le balico era semondu à une chatte aimade. Le cyprès ou le chardon signifiait la rupture. La branque des figuières era per aquelli che secavano sur la canisse pour les vieilles filles et le fusain per les sartans. Tout un langage particulier qui faisait ressonner à un monde rural. Mais veuille, les gens de la ville, est-ce qu'ils sont encore capables même de reconnaître les plantes? Et même si les connaissent, est-ce qu'ils peuvent trouver d'endroits pour en aller cueillir? Nous sommes à Saint-Égulphe, c'est la commune de Fréjus, au-dessus des étangs de Villepay. Nous parlons du conservatoire du littoral avec le délégué régional, Jean-Philippe Grillet. Est-ce que justement on peut cueillir? Est-ce que c'est tentant, toutes ces fleurs que l'on voit sur ces domaines du conservatoire? Comment vous vous débrouillez avec l'accueil du public? En fait, c'est tout le pari du conservatoire. Protéger, mais aussi accueillir, faire en sorte que chacun en profite. Sur l'ensemble des terrains du conservatoire sur le littoral français, on estime qu'il y a 15 millions de visiteurs par an, qui venaient souvent bien avant qu'on ait acheté d'ailleurs. Et je pense que la clé de la réussite, c'est expliquer à chacun que la fleur regardée est toujours plus belle que la fleur cueillie. La fleur qu'on va laisser à celui qui passe après, plutôt que de se l'approprier, est évidemment plus belle. Elle a une chance de revivre l'année suivante. Ouais, mais est-ce que ça rentre dans les mentalités, ça? Oui, peu à peu, le comportement des usagers se modifie, notamment parce que quand on arrive, pensons à son propre comportement, quand on arrive dans un site qui est beau, qui est agréable, qui est propre, on n'a pas envie d'y jeter les papiers ou de casser les choses. Nous faisons en sorte qu'au travers de cette gestion quotidienne, le comportement des gens évolue. Mais si les promenades sont agréables, si les sentiers sont parfumés, quelquefois il y a embouteillage de sacs à dos, il y a quelquefois beaucoup de monde. Est-ce qu'on va vers des quotas, vers des barrières à l'entrée top terminées? Mais nous y sommes déjà, mais pas du tout sous la forme de barrières ou de quotas. La gestion des parkings, des aires de stationnement, leur surface, leur emplacement, conditionne évidemment la fréquentation du public. C'est une manière de réguler les flux de visiteurs. Gestion du public, réglementation des flux. Comment vous allez faire là cet été, puisque vous fermez les parkings de Villepay? Oui, effectivement, il y a une décision du tribunal administratif de Nice qui nous demande de fermer les aires de stationnement qui existaient, qui n'étaient ouvertes que 2 mois et demi par an sur les terrains du conservatoire. Le tribunal en a décidé ainsi au vu de l'application de la loi littorale et du statut du conservatoire. Donc nous mettrons en place avec la ville de Fréjus, qui est notre gestionnaire, la signalétique appropriée pour expliquer aux gens qu'il y a d'autres stationnements, notamment sur l'ex-base aéronavale. Oui, sauf qu'on ne peut pas venir de cette base-là à pied sur les plages du conservatoire et sur les plages de l'étang de Villepay. Il y a un jugement, on s'y conforme, mais... contre. Oh non, bien entendu, un organisme public comme nous ne va pas aller contre un jugement d'un tribunal administratif. Nous nous y conformons et nous ferons en sorte d'expliquer aux gens et on gérera au mieux. On va voir dans un instant la signalétique. Voilà notre cap qui appartient au conservatoire, cap bien connu des cinéphiles. De tous les caps de la presqu'île de Saint-Tropez, le cap Taillat est sans doute le préféré des publicitaires et du cinéma. Mais c'est aussi celui qui a le plus souffert de sa renommée. Après le succès de l'Ashkoumoun ou des gendarmes à Saint-Tropez, le public y est venu en masse. En quelques années, le cordon dunaire encore présent dans les années 50 a disparu. L'isthme menaçait de rompre et de modifier toute la circulation des courants marins. Propriété du Club Méditerranée, qui tardait à utiliser son permis de construire, le cap Taillat a été finalement racheté par le conservatoire grâce à la mairie de Ramatuelle, qui a profité de l'échéance du permis pour ne pas le reconduire. Depuis 1992, les 80 hectares du site sont gérés par le Centre d'études des écosystèmes de Provence, une association qui y a un garde à demeure. À partir de ce moment-là, on a commencé à rétablir, c'est-à-dire à supprimer tout ce qui était 4x4, moto et dégradations diverses, pour instaurer une restauration petit à petit du site. Alors ça ne se fait pas un jour au lendemain, malheureusement une destruction, un passage de 4x4 se fait en 5 minutes, mais pour remettre le sol comme il était à l'origine, il faut des fois quelques années. Mais je pourrais vous montrer un peu plus haut
des endroits qui ont été revitalisés grâce à la patience et à un savoir-faire assez léger, puisqu'il suffisait de prendre à l'époque du bois de flottage qui arrivait par la mer, des troncs d'arbres, de les fixer en contrepente sur la pente, ce qu'on appelle des fascines, et l'érosion continuait et venait se stocker contre ces rondins, et la végétation a pris petit à petit de nouveau sa place. Et vous verrez des endroits complètement cicatrisés, mais on devine encore le passage des véhicules. Je suis née au Cap Taillat en fait, presque, quoi. Mon père avait un snack, restaurant sur la plage. Et donc j'ai été élevée là-bas. C'est bien qu'ils aient fait ça, qu'ils nous l'aient classé, mais c'est sûr que quand on y a vécu, ça fait drôle quand on se retrouve. On ne peut plus descendre, enfin on peut plus descendre, on peut toujours descendre, mais on n'a plus le droit de rien faire, quoi, de ramasser les champignons, de ramasser les asperges, d'aller aux oursins, voilà, quoi, donc on le perçoit assez mal. C'est bien qu'il est classé, parce que sinon ce serait devenu une poubelle, quoi, mais ça fout les boules quand même, quoi. On a toujours cette ambiguïté entre satisfaire la restauration du site pour protéger les terrains du conservatoire pour les générations futures qui vont nous précéder, parce que nous on fait le passé, hein, il faut laisser les arbres aux gens pour qu'ils puissent voir ce que c'est qu'un arbre. Hein. Et puis ceux qui sont du moment, qui veulent en profiter au maximum. C'est ça qui est compliqué à faire. Ici, c'était la seule zone d'ombre réelle du site, ce qui fait que les gens venaient s'y mettre à l'abri. Et les arbres gênés par leurs basses branches. Et l'arbre développe ici, pour protéger du vent, pour pouvoir tenir au sol, développe des basses branches. Et ces basses branches gênaient les campeurs pour s'installer leur toile de tente, ce qui fait qu'ils les ont coupées. Et maintenant, les arbres n'ont plus de protection contre le vent, ce qui fait que ces arbres souffrent et sont en perpétuel mouvement et n'ont pas de stabilité au sol. De plus, l'été, il y a un surpétinement de la zone par la grande fréquentation, comme c'est une seule zone d'ombre du site. Et les générations futures d'arbres ne peuvent pas s'installer. À terme, il faudrait penser peut-être à fermer cette zone-là, ou du moins en restreindre l'accès. Il y a beaucoup de gens qui confondent feuilles de Posidonie et déchets. En fait, on retire bien les déchets, mais tous les déchets qui arrivent par le courant Ligure, qui sont des plastiques, tous les déchets industriels qu'on peut imaginer. Ça, on les retire, mais tout ce qui est bois de flottage et feuilles de Posidonie, sûrement pas, on ne va pas les retirer parce que c'est ce qui construit l'isthme où nous nous trouvons. Et cet isthme est très fragile, donc si on s'amusait à retirer ces Posidonies, le sable partirait à la dérive en mer par les vents et par les vagues de tempête. En plus, tout le bois de flottage qui arrive par la mer, comme arraché au fleuve côtier, comme le Var ou comme l'Argens, près de Fréjus, le courant marin Ligure ramène ce bois de flottage et vient s'enquiller dans le sable, ce qui permet de structurer et de maintenir le sable. Alors pour pallier à ce genre de phénomène de manque de bois pour X raisons, on commence à mettre des ganivelles. Et donc ici, à terme, on aimerait refaire le cordon lunaire qu'il y avait à l'époque, à l'origine. Ça a beaucoup évolué parce qu'au début, on avait encore ce système, je viens ici bronzer, je viens profiter de la mer et du soleil. Et de plus en plus, on a des gens qui viennent avec des livres, des revues spécialisées sur l'ornithologie, la botanique, et qui s'intéressent de plus en plus au site lui-même. C'est-à-dire qu'ils ne le prennent pas comme un décor polynésien avec sa belle eau bleue, mais ils le prennent aussi comme vraiment un truc du patrimoine. Ils en sont contents, ils sont fiers d'avoir un site qui est protégé comme ça. Pas évident tout de même, hein. Vous avez entendu, Jean-Philippe Grillet, la réaction de cette jeune fille, là, les riverains, les autochtones, comment ça se passe, les rapports avec eux? Il est vrai on pourrait dire qu'il y a deux sortes de publics. Il y a les riverains, les habitants, qui sont là toute l'année, qui avaient des habitudes souvent très bien ancrées, et puis tous les autres, les visiteurs d'un jour. Et notre travail consiste à expliquer à ces riverains que certes, il y a des habitudes qu'il va falloir changer, il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. On ne peut pas leur donner une carte d'accès privilégiée, quoi. Non, hein, c'est impensable. C'est impensable, ce sont des terrains publics ouverts à chacun, et il n'y a pas des conditions pour les uns ou pour les autres. Parlons alors des visiteurs d'un jour, des étrangers, très nombreux, et puis alors la signalétique inexistante du conservatoire. Vous brillez par l'absence, là, hein.
On est modeste, Oui, sûrement. inexistante, vous exagérez, mais c'est vrai que... Et quelquefois, il faut contentionner hein, pour c'est tout vrai. dire. C'est vrai. En termes de signalétique, on privilégie l'espace plutôt que le panneau, le garde plutôt que le message écrit. Combien de gardes? Il y a 150 gardes sur l'ensemble des terrains de France et il y en a 20 ou 30 dans cette région. Sur 10 000 hectares, c'est pas Sur beaucoup, 10 000 il faut les hectares, c'est peu. rencontrer. Hein. Oui, c'est peu, c'est vrai. Quels moyens avez-vous au fait? Comment vous fonctionnez? Tout le fonctionnement, toute la gestion, toute la surveillance est assurée sur des crédits provenant des collectivités. Et c'est L'enveloppe est de combien? important. Sur cette région, nous avons dépensé l'an dernier 16 millions de francs pour gérer l'ensemble de ces terrains, un petit peu venant du conservatoire, tout le reste venant des collectivités. Ce partenariat avec régions, départements et communes est évidemment essentiel. Et ça, c'est l'avenir. Ça, c'est l'avenir parce que ce sont ces communes, ces collectivités sur lesquelles repose toute la gestion du futur. Jean-Philippe Grillet, merci. Demain, nous irons au Rayol Canadair et nous verrons qu'après la construction du Conservatoire du littoral, la mise en place du Conservatoire du littoral, 10 ans après, il y a eu la loi littorale. Est-elle suffisante? Est-ce qu'elle n'est pas trop complexe, celle-là étant d'autres? Est-ce qu'elle n'induit pas des effets pervers? Nous verrons ça demain à 1h moins 5. Bon après-midi.